Chapitre 9. Deux serpents me sauvent la vie. J'adore New York. On peut surgir des enfers en plein Central Park, héler un taxi, descendre la 5e avenue avec un immense chien des enfers à la remorque, et personne ne trouve rien à y redire. Bien sûr, la brume aidait. Les gens ne pouvaient sans doute pas voir Kitty O'Leary, ou alors ils la prenaient pour un grand camion, sympa et bruyant. J'ai pris le risque d'utiliser le portable de ma mère pour appeler Annabeth une deuxième fois. J'avais essayé dans le tunnel, mais j'étais tombée sur son répondeur. La réception avait été exceptionnellement bonne quand on sait que j'appelais depuis le centre mythologique du monde. Mais je n'osais imaginer ce que ça coûterait à ma mère en frais d'itinérance. Cette fois-ci, Annabeth a répondu. « Salut, ai-je dit. Tu as eu mon message. » « Percy, où étais-tu? Tu ne dis presque rien dans ton message. On est hyper inquiet. »« Je te raconterai plus tard, » ai-je dit, tout en me demandant bien comment je m'y prendrais. « Où es-tu? »« En route, comme tu nous l'as demandé. On est presque arrivé au Queen's Midtown Tunnel. Mais Percy, qu'est-ce que tu as en tête? On a laissé la colonie quasiment sans défense. Et je ne vois pas comment les dieux... Fais-moi confiance. Je vous rejoins là-bas. » J'ai raccroché. J'avais les mains qui tremblaient. Je ne savais pas si c'était le contre-coup de mon plongeon dans le Styx ou par anticipation de ce que j'allais faire. Car, si ça ne marchait pas, mon invulnérabilité toute neuve ne m'empêcherait pas de finir en 1000 morceaux. L'après-midi touchait à sa fin quand le taxi m'a déposé devant l'Empire State Building. Kitty O'Leary gambadait sur la 5e avenue en donnant des coups de langue au taxi et en reniflant les chariots des vendeurs de hot-dogs. Personne n'avait l'air de la remarquer, même si les gens faisaient un écart et paraissaient troublés quand elle se rapprochait. D'un sifflement, je l'ai appelée au pied. À ce moment-là, 3 camionnettes blanches se sont rangées contre le trottoir. Elles portaient l'inscription « Fraise d'Elf Express », ce qui était le nom de code de la colonie des Sans-Mêlés. Je n'avais jamais vu les 3 camionnettes ensemble au même endroit, même si je savais qu'elles portaient régulièrement nos produits frais en ville. Argos, notre chef de la sécurité, aux yeux innombrables, était au volant de la première. Les 2 autres étaient conduites par des harpies, qui sont, en gros, de démoniaques hybrides humains, volailles à tendance caractérielle. On leur confiait surtout le ménage de la colonie, mais elles se débrouillaient plutôt bien dans les bouchons du centre-ville. Les portières ont coulissé et plusieurs pensionnaires sont descendus, pour certains, la mine verdâtre après le long trajet depuis la colonie. Ça m'a fait plaisir de les voir aussi nombreux. Pollux, Silena Beauregard, les frères à la tire, Michael Yu, Jake Mason, Katie Gardner et Annabeth avec la plupart de leurs frères et sœurs. Chiron est sorti de la dernière camionnette. Comme il avait comprimé sa moitié cheval dans son fauteuil roulant magique, il a emprunté la plateforme élévatrice. Les Ares n'étaient pas là, mais j'ai essayé de ne pas le prendre trop mal. Clarisse était une imbécile, doublée d'une tête de mule. Point barre. J'ai compté nos effectifs. On était 40 en tout. Ça ne faisait pas beaucoup pour mener une guerre, mais c'était le plus grand groupe de sans-mêlés que j'avais jamais vu rassembler à l'extérieur de la colonie. Ils avaient l'air tendus, et je comprenais pourquoi. À nous tous, on dégageait sans doute une aura de demi-dieu si forte que tous les monstres du nord-est des États-Unis devaient savoir qu'on était là. Tandis que je regardais leurs visages, tous ces pensionnaires que je connaissais depuis tant d'années, été après été, une petite voix insidieuse m'a chuchoté dans la tête. L'un d'eux est l'espion. Mais je ne pouvais pas m'arrêter à ça. C'étaient mes amis. J'avais besoin d'eux. Alors, le sourire méchant de Chronos m'est revenu à la mémoire. Tu ne peux pas compter sur tes amis. Ils te laisseront toujours tomber. Annabeth est venue à ma rencontre. Elle était en treillis noir, son poignard en bronze céleste attaché par une courroie à son bras, son ordinateur portable en bandoulière, prêt à se battre ou à naviguer
naviguer sur Internet, selon les priorités. « Qu'est-ce qu'il y a » m'a-t-elle demandé en fronçant les sourcils. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a » Tu me regardes bizarrement. Je me suis rendu compte que je repensais à ma drôle de vision d'Annabeth me tirant des eaux du Styx. Rien. Je me suis tournée vers le reste du groupe. Merci à vous tous d'être venus. Chiron, après toi. Mon vieux mentor a secoué la tête. Je suis venu te souhaiter bonne chance, mon garçon, a-t-il répondu. Mais je mets un point d'honneur à ne jamais me présenter à l'Olympe sans y avoir été convoqué. Tu es notre chef. Chiron a souri. Je suis votre instructeur, votre professeur, pas votre chef. Ce n'est pas la même chose. Je vais rassembler tous les alliés que je pourrai trouver. Il n'est pas trop tard pour convaincre mes frères centaures de nous apporter leur secours. Entre-temps, Percy, c'est toi qui as demandé aux pensionnaires de te rejoindre ici. C'est toi, le chef. J'ai voulu protester, mais tous me regardaient en attendant que je bouge. Même Annabeth. J'ai respiré à fond. D'accord. Comme je le disais à Annabeth au téléphone, il va se passer quelque chose de grave ce soir. Un piège va se déclencher. Nous devons demander une audience à Zeus et le convaincre de défendre la ville. Et rappelez-vous les gars, il n'est pas question de le laisser dire non. J'ai demandé à Argos de garder Kitty O'Leary, ce qui a paru leur déplaire à tous les deux. Chiron m'a serré la main. Tu réussiras, Percy. Appuie-toi sur tes points forts et méfie-toi de tes faiblesses. Ces conseils m'ont paru étrangement proches de ceux que Achille m'avait prodigués. Là-dessus, je me suis souvenu que c'était Chiron qui avait formé Achille. Ça m'a pas franchement rassurée, mais j'ai hoché la tête en m'efforçant de sourire d'un air confiant. Allons-y, ai-je dit à mes camarades. Dans le hall d'entrée, un vigile, assis derrière un bureau, lisait un grand livre à la couverture noire ornée d'une fleur. Il a levé le nez quand nous sommes tous entrés en faisant cliqueter nos armes. Un groupe scolaire. On va bientôt fermer. Non, ai-je rétorqué. C'est pour le 600e étage. Il nous a toisés. Il avait les yeux bleus délavés et le crâne entièrement chauve. Je n'arrivais pas à discerner s'il était humain ou non, mais il a eu l'air de voir nos armes, et j'en ai conclu que la brume ne l'aveuglait pas. Il n'y a pas de 600e étage. Il a prononcé cette phrase sans conviction, comme si c'était dans le texte de son personnage, mais qu'il n'y croyait pas. Rentrez chez vous. Je me suis penchée sur son bureau. 40 demi-dieux, ça attire un paquet de monstres. Tu veux vraiment qu'on s'attarde dans ton hall d'entrée? Il a réfléchi à la question, puis pressé un bouton d'interphone et actionné l'ouverture de la porte de sécurité. Allez-y, fis ça. Et tu veux vraiment nous faire passer sous le détecteur de métal? Ai-je ajouté. Non, t'as raison. L'ascenseur est sur la droite. Tu connais le chemin, je suppose. Je lui ai lancé une drachme d'or, et on est passé. On a décidé, vu notre nombre, de faire 2 trajets d'ascenseur. Je suis montée avec le premier groupe. Ils avaient changé la musique depuis ma dernière visite. Ce coup-ci, on a eu droit à Stayin' Alive. Vous savez, le vieux tube disco. Une vision terrifiante m'a traversé l'esprit. Apollon, en pantalon patte def et une chemise de soie moulante. J'ai été soulagée quand les portes de l'ascenseur se sont enfin rouvertes avec un ding. Devant nous, un sentier de pierre flottante parcourait les nuages pour mener au mont Olympe, lequel flottait à 200 mètres au-dessus de Manhattan. J'avais déjà vu l'Olympe à plusieurs reprises, mais, une fois encore, j'en ai eu le souffle coupé. Des édifices blancs et dorés scintillaient sur les flancs de la montagne, ornés de centaines de terrasses fleuries et de jardins suspendus, des volutes de fumée à la rose. Montaient des braséros disposés dans les ruelles en méandres, et perché sur le sommet enneigé, se dressait le grand palais des dieux. Il était plus majestueux que jamais. Pourtant, quelque chose clochait. Je me suis rendu compte alors que le silence régnait sur la montagne. Pas de musique, pas de rire,
pas d'éclat de voix. Annabeth me regardait de près. « Tu as l'air changé, a-t-elle fini par dire. « Où es-tu allé, au juste ?» Les portes de l'ascenseur se sont rouvertes et le second groupe nous a rejoints. « Je te raconterai plus tard, ai-je répondu. « Allons-y. » On a franchi la passerelle céleste et on s'est engagé dans les rues de l'Olympe. Les boutiques étaient fermées, les parcs déserts. Deux muses, assises sur un banc, grattaient quelques accords sur leur lyre de flamme, mais le cœur n'y était pas. Un cyclope solitaire balayait la chaussée avec un chêne déraciné. Un dieu mineur nous a repérés depuis son balcon, et il est aussitôt rentré en tirant les volets derrière lui. On est passé sous une grande voûte de marbre flanquée des statues d'Héra et de Zeus. Annabeth a fait la grimace à la reine des dieux. « Je la déteste, celle-là, a-t-elle bougonné. « Elle t'a jeté un sort ou quoi ?» ai-je demandé. Annabeth s'était mise Héra à dos l'année dernière, mais elle ne m'en avait plus reparlé depuis. Rien que des petits trucs jusqu'à présent. Son animal sacré est bien la vache. Exact. Ben, elle m'envoie des vaches. Je me suis retenue de sourire. Des vaches? À San Francisco? Ouais. En général, je ne les vois pas. Mais elle me laisse des petits cadeaux un peu partout. Dans notre jardin, sur le trottoir, dans les couloirs du lycée. Je dois faire hyper gaffe où je mets les pieds. Regardez, s'est alors écrié Pollux en pointant le doigt vers l'horizon. Qu'est-ce que c'est que ça? On a tous pilé net. Des lumières bleues filaient vers l'Olympe, comme autant de minuscules comètes. Traçant des sillons clairs dans le ciel du soir. Apparemment, elles venaient des quatre coins de la ville et convergeaient vers la montagne. En arrivant aux abords du sommet, elles faisaient long feu. On les a observées quelques minutes. Elles ne semblaient pas causer de dégâts. Il n'empêche que c'était bizarre. On dirait des sondes infrarouges, a marmonné Michael. Quelqu'un nous prend pour cible. Entrons dans le palais, ai-je dit. Personne ne gardait la salle des dieux. Les portes or et argent étaient grandes ouvertes. Nos pas ont résonné dans le silence quand nous nous sommes avancés dans la salle des trônes. En fait, de salle, l'espace était assez vaste pour contenir 2 ou 3 stades. Très haut, par-dessus nos têtes, flottait un plafond bleu émaillé de constellations. 12 trônes géants, tous vides, étaient disposés en U autour du foyer. Dans un coin, un globe plein d'eau, grand comme une maison, était en suspension dans l'air. Et dedans, nageait mon vieil ami, l'Ophiotorus, moitié vache, moitié serpent. A-t-il fait d'un ton joyeux en décrivant un cercle. J'ai pas pu m'empêcher de sourire, malgré la gravité de la situation. 2 ans plus tôt, on avait passé beaucoup de temps à essayer de sauver l'Ophiotorus des griffes des titans, et je m'étais attachée à lui. Je crois qu'il m'aimait bien, lui aussi, même si, au départ, je l'avais pris pour une femelle et surnommé Bessie. « Salut, vieux, ai-je dit. On s'occupe bien de toi ici. » a acquiescé Bessie. Alors qu'on se dirigeait vers les drones, une voix de femme a dit « Rebonjour, Percy Jackson. Soyez le bienvenu. Tes amis et toi. » Estia, debout, devant le foyer, tisonnait le feu avec un bâton. Elle portait le même genre de robe marron, toute simple, mais avait pris la forme d'une femme adulte cette fois. Je me suis inclinée. Dame Estia. Mes camarades ont suivi mon exemple. Estia m'a contemplée, de ses yeux rougeoyants. Je vois que tu as mis ton plan à exécution. Tu portes la malédiction d'Achille. Les autres pensionnaires se sont mis à murmurer entre eux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé d'Achille. Tu dois te montrer prudent, m'a averti la déesse. Tu as beaucoup gagné durant ton voyage, mais tu demeures aveugle à la vérité la plus importante. Un bref aperçu s'impose.
m'a donné un coup de coude. Eh, de quoi parle-t-elle? J'ai plongé le regard dans les yeux d'Estia, et une image s'est aussitôt formée dans mon esprit. Une ruelle sombre, bordée d'entrepôts de briques rouges. Au-dessus d'une des portes, une pancarte annonçait « Fonderie de Richemont ». 200 mêlés étaient tapis dans l'ombre. Un garçon d'environ 14 ans et une fille d'une douzaine d'années. Avec un choc, je me suis rendu compte que le garçon, c'était Luc. Quant à la gamine, j'ai reconnu Thalia, fille de Zeus. Les images qui défilaient dans ma tête provenaient d'une scène de leur longue cavale avant que Grover ne les trouve. Luc tenait un couteau de bronze à la main. Thalia était armée de sa lance et de son bouclier de terreur, Aegis. Luc et Thalia étaient tous les deux efflanqués, et ils avaient des yeux de bêtes traquées, comme s'ils avaient l'habitude de se faire attaquer. « T'es sûr ?» demandait Thalia. Luc a hoché la tête. « Certain, il y a quelque chose là-bas. Je le sens. » Un grondement a résonné dans la ruelle. Sans doute un coup contre une plaque de métal. Les demi-dieux se sont avancés, à pas silencieux. De vieilles caisses étaient empilées sur un quai de livraison. Thalia et Luc se sont approchés, prêts à frapper. Un panneau de tôle ondulé a tremblé, comme s'il y avait quelqu'un derrière. Thalia a jeté un coup d'œil à Luc. Il a compté muettement. 1, 2, 3, et il a écarté le panneau. Une fillette s'est jetée sur lui, un marteau à la main. « Wow !» a crié Luc. La gamine avait des cheveux blonds, emmêlés, et portait un pyjama en pilou. Elle n'avait pas plus de 7 ans, mais elle aurait assommé Luc s'il n'avait pas été aussi rapide. Il lui a attrapé le poignet, et le marteau a roulé sur le sol de ciment. La petite fille s'est débattue en donnant de violents coups de pied. « Ça suffit, les monstres. Partez. » « C'est bon. » Luc avait du mal à la contenir. « Thalia, rentre ton bouclier. Tu lui fais peur. » Thalia a tapoté sur Aegis, et celui-ci s'est replié jusqu'à former un simple bracelet d'argent. « Hé, calme-toi. On va pas te faire de mal. Moi, je m'appelle Thalia. Et lui, c'est Luc. »« Monstre !» ?»« Non, » lui a assuré Luc. « Mais on sait tout sur les monstres. Nous aussi, on les combat. »« Vous êtes comme moi ?» a-t-elle demandé avec méfiance. « Ouais, » a dit Luc. « On est... Enfin, c'est dur à expliquer, mais... on combat les monstres. » « Où est ta famille ?»« Ma famille me déteste. Ils veulent pas de moi. Je me suis sauvée. »« Comment tu t'appelles, la môme ?» a demandé Thalia. « Annabeth. » Luc a souri. « C'est joli. Je vais te dire un truc, Annabeth. T'es drôlement féroce. On aurait bien besoin d'une combattante comme toi. » Annabeth a écarquillé les yeux. « C'est vrai. »« Oh que oui. » Luc a retourné le poignard et le lui a présenté par le manche. « Ça te dirait une véritable arme anti-monstre. C'est du bronze céleste, beaucoup plus efficace qu'un marteau. » Certes, dans la plupart des circonstances, offrir un couteau à une gamine de 7 ans serait une mauvaise idée. Mais quand on est sans mêlée, les règles normales ne s'appliquent pas. Annabeth a saisi le manche du couteau. Les couteaux sont réservés aux combattants les plus courageux et les plus rapides, a expliqué Luc. Ils n'ont ni la portée ni la puissance d'une épée, mais ils sont faciles à cacher et peuvent trouver les points faibles de l'armure de ton ennemi. Il faut être un guerrier intelligent pour manier un couteau. J'ai l'impression que tu es plutôt intelligente. Annabeth l'a regardé avec adoration. Oui, je le suis. Thalia a souri. On ferait mieux de partir d'ici, Annabeth, a-t-elle dit. On a une maison sûre au bord de la rivière James. On va te trouver des vêtements et de quoi manger. Vous allez pas me ramener à ma famille. Promis. Luc lui a mis la main sur l'épaule. C'est nous ta famille, maintenant, et je te promets
du mal. Moi, je te laisserai pas tomber comme nos familles. Ça marche. Ça marche, a dit Annabeth, toute heureuse. Allez en route, a lancé Talia. On ne peut pas rester trop longtemps sans bouger. La scène a changé. Les trois demi-dieux couraient à travers bois. Plusieurs jours avaient dû s'écouler, voire plusieurs semaines. Ils avaient l'air crevés, comme s'ils avaient vécu quelques batailles. Annabeth portait de nouveaux vêtements, un jean et un blouson militaire trop grand pour elle. On est presque arrivé, a promis Luc. Annabeth a trébuché, et Luc l'a prise par la main. Talia fermait la marche, brandissant son bouclier, comme si elle repoussait un ennemi qui les poursuivait. Elle boitait de la jambe gauche. Ils se sont hissés au sommet d'une crête et ont découvert de l'autre côté une maison coloniale blanche, la maison de May Castellan. Bien, a dit Luc, le souffle court. Je vais entrer en douce et récupérer vite fait de quoi manger et des médicaments. Attendez-moi là. T'es sûr, Luc? A demandé Talia. T'avais juré de plus y remettre les pieds si elle te voit. On n'a pas le choix. Ils ont brûlé notre abri le plus proche. Et il faut soigner cette blessure à ta jambe. C'est chez toi, a fait Annabeth avec stupéfaction. C'était chez moi. Crois-moi, si c'était pas une urgence. Ta maman est vraiment horrible, a demandé Annabeth. On peut la voir? Non, a répondu brutalement Luc. Annabeth a eu un mouvement de recul, étonnée par sa colère. Excuse-moi, a dit Luc. Attendez-moi. Je te promets que tout va bien se passer. Personne ne va te faire de mal. Je reviens. Un éclair doré a illuminé le bois. Les demi-dieux ont tressailli, et une voix d'homme a tonné. Tu n'aurais pas dû venir. La vision s'est éteinte. Mes jambes se sont dérobées sous moi, mais Annabeth m'a rattrapée. Percy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu? Vu quoi? J'ai jeté un coup d'œil à Estia, mais son visage était impassible. Je me suis souvenu d'une chose qu'elle m'avait dite dans les bois. Si tu veux comprendre ton ennemi, Luc, tu dois comprendre sa famille. Mais pourquoi m'avait-elle montré ces scènes? Combien de temps ai-je été inconscient? Ai-je marmonné? Percy, a répondu Annabeth en fronçant les sourcils. Tu n'as pas perdu connaissance. Tu as regardé Estia une seconde et tu t'es écroulé. Je sentais tous les regards sur moi. Je ne pouvais pas me permettre de paraître faible, quel que soit le sens de ces visions. Je devais rester concentrée sur notre mission. Dame Estia, ai-je dit, c'est une affaire urgente qui nous amène. Nous avons besoin de voir. Nous savons ce dont vous avez besoin, a dit une voix d'homme. J'ai frissonné, car c'était la même qu'à la fin de ma vision. À côté d'Estia, un dieu s'est matérialisé dans un scintillement. Il avait l'aspect d'un jeune homme de 25 ans, aux traits fins et aux cheveux poivre et sel bouclés. Il portait un blouson d'aviateur et des ailes miniatures voltées à son casque et aux talons de ses bottes de cuir noir. Au creux de son bras, il tenait une longue baguette entourée de 2 serpents, vivants, entrelacés. « Je vous laisse, » a dit Estia qui s'est empressée de s'incliner devant l'aviateur, puis de se volatiliser dans un nuage de fumée. Je comprenais sa hâte. Hermès, le dieu des messagers, n'avait pas l'air content. « Bonjour, Percy. » Hermès a froncé les sourcils d'un air contrarié, et je me suis demandé si, par quelque moyen mystérieux, il était au courant de la vision que je venais d'avoir. J'avais envie de lui demander ce qu'il faisait chez May Castellan ce soir-là, et ce qui s'était passé après qu'il avait surpris Luc. Je me suis souvenu de ma première rencontre avec Luc, à la colonie des Sans-Mêlés. Je lui avais demandé s'il avait jamais vu son père, et il m'avait répondu avec amertume. Une seule fois, mais à en juger par l'expression d'Hermès, ce n'était pas le moment de lui poser ce genre de questions. J'ai esquissé une révérence maladroite et dit « Seigneur Hermès ». « Bon, voyons », a fait la voix d'un des serpents dans mon esprit. « Ne nous dis pas bonjour surtout, on n'est que des reptiles. »
Georges, la reprit l'autre serpent, reste poli. Bonjour, Georges, ai-je dit. Bonjour, Martha. Tu nous as apporté un rat, a demandé Georges. Georges, arrête, a dit Martha. Il est occupé. Trop occupé pour trouver un rat. C'est triste, si tu veux mon avis. J'ai décidé de ne pas entrer dans ce débat avec Georges. Hermès, ai-je déclaré, nous devons parler à Zeus. C'est important. Le regard d'Hermès était glacial. Je suis son messager, a-t-il rétorqué. Puis-je prendre un message? Derrière moi, les autres demi-dieux ont gigoté sur place, mal à l'aise. Ça ne se passait pas comme prévu. Peut-être que si je pouvais parler à Hermès en privé. Les gars, si vous faisiez un tour de reconnaissance, histoire de vérifier les défenses et de voir qui se trouve encore à l'Olympe, et vous nous rejoignez ici, Annabeth et moi, dans une demi-heure. Mais, a commencé Silena en fronçant les sourcils, c'est une bonne idée, a tranché Annabeth. Connor et Trévis, prenez le commandement. Les frères Alatyr ont paru contents de se voir confier une si grande responsabilité devant leur père. Ils n'avaient pas l'habitude de commander grand-chose, à part des chahuts organisés. « Ça marche !» s'est écrié Trévis. Sur ce, ils ont emmené tout le groupe hors de la salle des trônes, nous laissant seuls avec Hermès. « Seigneur Hermès, a dit Annabeth, Cronos va attaquer New York. Vous vous en doutez, je présume. Ma mère, en tout cas, a dû le prévoir. »« Ta mère, a grommelé Hermès. Il s'est gratté le dos avec son caducée, et Georges et Martha ont poussé un « aïe, aïe, aïe ». Ne me parle pas de ta mère, jeune demoiselle. C'est à elle que je dois d'être ici. Zeus voulait tous nous garder sur le front, mais ta mère n'a pas cessé de le harceler. C'est un piège, c'est une diversion, bla bla bla. Elle voulait revenir à l'Olympe elle-même, mais Zeus n'était pas prêt à laisser partir son meilleur stratège, alors que nous sommes en plein combat contre Typhon. Donc, bien sûr, c'est moi qui l'ai envoyé vous voir. Mais c'est un piège, a insisté Annabeth. Zeus est aveugle ou quoi? Un grondement de tonnerre a résonné au-dessus de nos têtes. À ta place, jeune fille, je surveillerai mes paroles, l'a averti Hermès. Zeus n'est ni aveugle, ni sourd. Il n'a pas laissé l'Olympe complètement sans défense. Mais il y a des fusées bleues. Oui, je les ai vues. Je parie que c'est encore une invention de cette insupportable déesse de la magie. Hécate. Mais, comme tu as pu le remarquer, elle ne cause aucun dégât. L'Olympe a de puissant et grand par magie. En plus, Éole, le dieu des vents, a dépêché ses laquais les plus forts pour garder la citadelle. Personne, à part les dieux, ne peut approcher l'Olympe par les airs. Ce qui essaierait serait aussitôt éjecté du ciel. J'ai levé la main. Et, votre mode de matérialisation, téléportation? C'est aussi une forme de transport aérien, Jackson. Très rapide, certes, mais les dieux du vent sont encore plus rapides. Non, si Cronos veut prendre l'Olympe, il devra traverser la ville entière avec son armée et prendre l'ascenseur. Tu imagines la scène? Hermès en faisait un tableau assez ridicule. Des hordes de monstres prenant l'ascenseur, 20 par 20, en écoutant Stayin' Alive. Il n'empêche, j'étais inquiet. Et si juste quelques-uns d'entre vous revenaient, ai-je suggéré. Percy Jackson, tu ne comprends pas. Hermès a secoué la tête avec impatience. Typhon est notre plus grand ennemi. Je croyais que c'était Cronos. Les yeux du dieu se sont embrasés. Non, Percy. Autrefois, Typhon a bien failli renverser l'Olympe. C'est le mari d'Echidna. Je l'ai rencontré à l'Arche. Ai-je murmuré? Pas agréable. Et le père de tous les monstres. Nous ne pourrons
jamais oublié qu'il a été à 2 doigts de nous anéantir, qu'il nous a humiliés comme nul autre. Nous étions plus puissants autrefois. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur Poséidon, parce qu'il mène sa propre guerre. Quant à Hadès, il reste dans son royaume, sans rien faire, et Perséphone et Déméter s'alignent sur lui. Nous avons besoin de toutes les forces qui nous restent pour lutter contre le géant des tempêtes. Nous ne pouvons pas nous permettre de diviser nos effectifs, ni d'attendre qu'il arrive à New York. Nous devons le combattre, maintenant, et nous progressons. Vraiment, il a presque détruit Saint-Louis. Oui, a reconnu Hermès, mais il n'a détruit que la moitié du Kentucky. Il ralentit, il s'affaiblit. Je ne voulais pas discuter, mais j'avais l'impression qu'Hermès cherchait à se convaincre lui-même. L'Ophiodorus dans le coin a meuglé tristement. « S'il vous plaît, Hermès, a plaidé Anabès, vous dites que ma mère voulait venir. Vous a-t-elle donné un message pour nous ?»« Des messages, a bougonné le dieu. Tout le monde me disait, tu verras, c'est un job en or. Peu de travail, beaucoup d'adorateurs. Tu parles, tout le monde se fiche de ce que moi j'ai à dire. Il n'y en a que pour les messages des autres. » « Les rongeurs, a fait Georges d'un ton pensif. Moi, c'est pour les rongeurs que je fais ce métier. Chut, la grondait Martha. Nous, on s'intéresse à ce qu'Hermès a à dire. Pas vrai, Georges? Oh, complètement. Bon, on peut retourner au front maintenant. J'ai bien envie qu'on se remette en mode laser. C'est trop marrant. Ça suffit, vous deux, a grogné Hermès. Le dieu a regardé Anabès, qui lui faisait son numéro des grands yeux gris implorants. Ah, a dit Hermès, ta mère a dit de te prévenir que vous devez vous débrouiller tout seul. Vous devez tenir Manhattan sans l'aide des dieux. Comme si je le savais pas. Pourquoi on la paie pour être la déesse de la sagesse? Ça me dépasse. Autre chose, a demandé Anabès. Elle a dit que tu devrais essayer le plan 23. Elle dit que tu comprendras. Anabès a blêmi. Manifestement, elle avait compris, et ça ne lui plaisait pas. Une dernière chose. Hermès s'est tourné vers moi. Elle m'a dit de dire à Percy, n'oublie pas les fleuves. Et, quelque chose du genre, touche pas à sa fille. Je ne sais pas qui de nous deux a rougi le plus, Anabès ou moi. Merci, Seigneur Hermès, a dit alors Anabès, et je voulais vous dire, je suis désolée pour Luc. L'expression du dieu s'est durcie, comme si son visage s'était changé en marbre. Tu n'aurais pas dû évoquer ce sujet, a-t-il répondu. Anabès a reculé d'un pas. Pardon. Pardon, c'est un peu court. Georges et Martha ont resserré leur anneau sur le caducée. La baguette a brillé, puis s'est transformée en un objet qui ressemblait dangereusement à un aiguillon à pétaille haute tension. Tu aurais dû le sauver quand tu en avais la possibilité, a grondé Hermès. Tu es la seule personne qui en était capable. J'ai tenté d'intervenir. De quoi parlez-vous? Anabès ne prend pas sa défense, Jackson. Hermès a pointé l'aiguillon sur moi. Elle sait parfaitement de quoi je parle. Vous devriez peut-être vous en prendre à vous-même. J'aurais mieux fait de me taire, mais je pensais qu'à une chose, détourner son attention d'Anabès. C'était contre Anabès qu'il était en colère, jusqu'à présent, pas contre moi. Peut-être que si vous n'aviez pas abandonné Luc et sa mère, les choses se seraient passées autrement. Hermès a levé son aiguillon, et il s'est mis à grandir, pour ne s'arrêter qu'à 3 mètres de haut. Je me suis dit, là, c'est cuit. Mais alors qu'il s'apprêtait à me frapper, Georges et Martha se sont penchés et lui ont chuchoté quelques mots à l'oreille. Hermès a serré les dents. Il a baissé l'aiguillon qui a repris sa forme initiale de caducée. Percy Jackson,
a dit le dieu. Parce que tu portes la malédiction d'Achille, je dois t'épargner. Tu es entre les mains des furies, maintenant. Mais tu ne me parleras plus jamais comme ça. Tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai sacrifié, de tout. Sa voix s'est brisée, et il est redescendu à taille humaine. Mon fils, ma fierté, ma pauvre May. Il paraissait tellement ravagé de chagrin que je n'ai pas su quoi dire. 2 minutes plus tôt, il était prêt à nous pulvériser, et maintenant, il avait l'air d'avoir besoin qu'on le console. Écoutez, Seigneur Hermès, ai-je dit, je suis désolé, mais il faut que je sache. Qu'est-il arrivé à May? Elle a dit quelque chose sur le destin de Luc, et ses yeux. Hermès a darté sur moi un regard sévère, et ma voix a flanché. Mais l'expression qui se lisait sur son visage ne dénotait pas tant la colère qu'une douleur profonde, abyssale. « Je vais vous laisser maintenant, » a-t-il dit d'une voix tendue. « J'ai une guerre qui m'attend. » Il s'est mis à prier. J'ai tourné le dos, en m'assurant qu'Annabeth en faisait autant, car elle était encore sous le choc. « Bonne chance, Percy, » a murmuré Martha. Hermès a scintillé avec l'éclat d'une supernova, et il a disparu. Annabeth s'est assise au pied du trône de sa mère et a fondu en larmes. J'aurais voulu la consoler, mais je ne savais pas comment m'y prendre. « Annabeth, ai-je fini par dire, c'est pas ta faute. C'est la première fois que je vois Hermès se comporter de cette façon. Je sais pas, mais, à mon avis, il doit se sentir coupable pour Luc. Il cherche quelqu'un sur qui rejeter la responsabilité. Je comprends pas pourquoi il t'a attaqué. T'as rien fait pour mériter ça. » Annabeth s'est essuyé les yeux. Elle a regardé le feu, comme si c'était son propre bûcher funéraire. J'ai piétiné sur place, mal à l'aise. N'est-ce pas? Tu n'as rien fait. Elle ne m'a pas répondu. Son poignard de bronze était attaché par des lanières à son bras, le même couteau que dans la vision d'Estia. Durant toutes ces années, j'avais jamais deviné que c'était un cadeau de Luc. Je lui avais demandé à plusieurs reprises pourquoi elle préférait se battre au poignard plutôt qu'à l'épée, mais elle ne m'avait jamais répondu. Maintenant, je le savais. « Percy, » a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu voulais dire pour la mère de Luc? Tu l'as rencontrée. » J'ai acquiescé, à contre-cœur. Nico et moi, on lui a rendu visite. Elle était un peu spéciale, on va dire. Je lui ai décrit May Castellan, ainsi que l'épisode bizarre où ses yeux étaient devenus phosphorescents et où elle avait parlé du destin de son fils. Annabeth a froncé les sourcils. « Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu faisais ?» Soudain, elle a écarquillé les yeux. « Hermès a dit que tu portais la malédiction d'Achille. Estia aussi. Est-ce que tu t'es baigné dans le Styx? Change pas de sujet. Percy, oui ou non? Ben, un peu, disons. » Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec Hadès et Nico, puis comment j'avais décimé une armée de morts. J'ai passé sous silence la vision d'elle me tirant hors de l'eau. J'avais toujours du mal à comprendre ce message, et à rien que d'y penser, ça me gênait. Annabeth a secoué la tête incrédule. « Est-ce que tu te rends compte à quel point c'était dangereux? J'avais pas le choix. C'est la seule façon dont je peux tenir tête à Luc. » Tu veux dire d'immortales? Mais bien sûr, c'est pour ça que Luc n'est pas mort. Il est allé au Styx et... Oh non, Luc, qu'est-ce qui t'a pris? Alors maintenant tu t'inquiètes pour Luc de nouveau, ai-je grommelé. Elle m'a regardé, comme si j'étais un extraterrestre. Quoi? Laisse tomber. Je me suis demandé à quoi Hermès faisait allusion en disant qu'Annabeth n'avait pas sauvé Luc quand elle en avait eu la possibilité. Il était clair qu'elle me taisait quelque chose. Mais là, j'avais pas envie
aussi. Et maintenant, je dois l'affronter. Nous devons défendre l'Olympe. Annabeth scrutait toujours mon visage, comme si elle cherchait à y repérer des changements survenus depuis mon passage dans les eaux du Styx. Tu as sans doute raison. Ma mère a évoqué le plan 23. Elle a fourragé dans son sac à dos et en a extirpé l'ordinateur portable de Dédale. Quand elle l'a démarré, le delta bleu du dessus s'est allumé. Annabeth a ouvert quelques dossiers et s'est mise à lire. Le voici. Par les dieux, on a beaucoup de travail devant nous. C'est une des inventions de Dédale. Plusieurs inventions. Et elles sont dangereuses. Ma mère doit considérer que la situation est très grave pour demander que je recoure à ce plan. Elle m'a regardé. Et le message qu'elle t'a adressé, n'oublie pas les fleuves. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai secoué la tête. Comme d'habitude, j'avais aucune idée de ce que me disaient les dieux. Quels étaient ces fleuves que je ne devais pas oublier? Le Styx, le Mississippi. À ce moment-là, les frères Alatyr ont fait irruption dans la salle du trône, dans la salle des trônes. Venez voir, a crié Connor, tout de suite. Comme il n'y avait plus de lumière bleue dans le ciel, j'ai pas tout de suite compris quel était le problème. Les pensionnaires s'étaient rassemblés dans un petit jardin public à flanc de montagne. Ils étaient tous agglutinés à la rambarde et regardaient Manhattan. Tout le long de la balustrade, il y avait des jumelles pour touristes où l'on pouvait glisser une drachme d'or et voir la ville. Elles étaient prises d'assaut par les pensionnaires. J'ai baissé les yeux sur la ville. D'ici, je voyais tout. L'East River et l'Hudson, les deux fleuves qui encadraient l'île de Manhattan, le quadrillage des rues et des avenues, les gratte-ciel éclairés, le grand rectangle sombre de Central Park vers le nord. Tout semblait normal, et pourtant, quelque chose clochait. Je l'ai senti, avant de comprendre ce que c'était. Je n'entends rien, a dit Annabeth. C'était précisément ça, le problème. Même de cette hauteur, nous aurions dû entendre le bourdonnement de la ville, les va-et-vient de millions de gens, les milliers de voitures et de machines. En bref, la rumeur d'une grande métropole. On n'y pense pas quand on vit à New York, mais elle est constante, même en pleine nuit. New York ne se tait jamais. Or, le silence régnait maintenant. Ça m'avait un effet terrible, comme si mon meilleur ami venait de mourir foudroyé. Qu'ont-ils fait? Ai-je dit d'une voix tendue par la colère. Qu'ont-ils fait à ma ville? J'ai écarté Michael Yu et regardé par les jumelles qui l'occupaient. En bas, dans les rues, la circulation avait cessé. Des piétons gisaient allongés sur les trottoirs ou recroquevillés devant les porches des immeubles. Il n'y avait aucun signe de violence, pas de carcasse de voiture accidentée, rien de tel. C'était comme si tout le monde à New York avait décidé de s'interrompre abruptement et de tomber dans les vapes. « Est-ce qu'ils sont morts ?» a demandé Silena d'une voix étonnée. Mon estomac était de glace. Un vers de la prophétie a résonné à mes oreilles. Le monde pris dans un sommeil sans fin, il verra. Je me suis souvenu de Grover, nous racontant sa rencontre avec Morphée dans Central Park. Tu as de la chance que je réserve mon énergie pour le grand événement. Non, ils ne sont pas morts, ai-je répondu. Morphée a endormi l'île de Manhattan tout entière. L'invasion a commencé.